Je vais vous parler de mon personnage préféré de My Hero Academia. Ce n'est pas All Might et ce n'est pas Deku, même si sa vidéo est déjà sur cette chaîne et que je vous recommande d'aller la voir. C'est le garçon qui hurle sur tout le monde, qui traite ses camarades de déchets et qui a comme réglage par défaut une colère à 11 sur 10. Et je vais vous parler de Bakugo Katsuki. Et je vous entends déjà. Vraiment? Le type qui passe la moitié de la série à menacer les gens d'explosion? Oui, je vais vous parler de lui. Parce que Bakugo Katsuki est à mes yeux l'étude de caractère la plus honnête de toute la série. L'un des portraits les plus précis de ce que ça fait, psychologiquement, de grandir dans la certitude absolue qu'on est exceptionnel. Et de ne jamais avoir appris quoi faire le jour où l'exceptionnel ne suffit plus. Et ce qui m'a toujours frappé chez Bakugo, c'est un truc très simple. Il n'accepte jamais d'aide. Jamais. Sur toute la série. Quelqu'un lui tend la main, littéralement ou métaphoriquement, et il explose. Parfois au sens propre, il refuse le soutien, les conseils, les alliances de bonne volonté. C'est une constante absolue. Et pour comprendre Bakugo, il faut comprendre son point de départ. Dès 4 ans, littéralement 4 ans, l'âge où la plupart des enfants décident que leur super pouvoir préféré serait de voler ou d'être invisible. Bakugo développe un alter de destruction explosive, d'une puissance rare. Instantanément, tout le monde autour de lui dit la même chose. Tu es incroyable, tu vas devenir le meilleur, t'es fait pour ça. Ce qui, très sincèrement, est un message formidable à donner à un enfant de 4 ans. Très équilibrant, très sain d'esprit psychologiquement. Et Bakugo, il y croit. Évidemment qu'il y croit. Pourquoi ne pas croire? Tout le confirme. Il est le meilleur de son école, son alter est le plus puissant de celui de ses camarades, dans n'importe quel contexte où il se trouve avant Yuei. Il domine. Alors il se construit dans cette certitude. Il n'est pas juste bon, il est destiné. Et puis il arrive à Yuei. Et là, pour la première fois de sa vie, il rencontre des gens qui lui résistent. Que ce soit Todoroki ou même Midoriya. Des gens qui ne savent pas encore qu'ils sont censés s'incliner. Et Bakugo réagit à ça avec toute la grâce et la sérénité qu'on lui connaît. C'est-à-dire en explosant tout. Cependant, au fil des chapitres, il y a un moment particulier qui m'est resté. Un moment pendant le festival sportif que, à ma première lecture, j'avais mal interprété. De façon même très précise et complètement à côté de la plaque. Car le festival sportif, je vous le rappelle, Bakugo affronte Todoroki en finale. Et Todoroki, après son affrontement face à Midoriya, n'utilise que la moitié de ses capacités. Il se retient. Et il livre une performance intentionnellement incomplète face à Bakugo. Et forcément, Bakugo gagne. On est furieux. Ce qui, je vous l'accorde, n'est pas la réaction standard de quelqu'un qui vient de gagner. Un tournoi en plus devant toute l'école, voire même le pays entier. Ma réaction sur le moment a été immédiate. Quel mauvais gagnant. Et franchement, quel mauvais gagnant. Et puis j'ai pensé à ce que ça veut dire être un mauvais gagnant. Ça veut dire que la victoire n'était pas suffisante. Et une victoire qui n'est jamais suffisante, ça ne ressemble pas forcément à de l'arrogance, puisque c'est un pattern de Bakugo. Ça ressemble plus à quelqu'un qui ne peut jamais s'asseoir sur ce qu'il a accompli. Quelqu'un dont la barre se déplace vers le haut à chaque fois qu'il l'atteint. Et là, j'ai compris que la colère de Bakugo, cette fureur permanente, cette incapacité à être satisfait, cette façon de traiter ses propres victoires comme insuffisantes, ce n'est pas du caractère, c'est un mécanisme très précis, très documenté. Et franchement, une fois qu'on le voit, il est très difficile à ne pas reconnaître ailleurs. Parce qu'en psychologie, il y a 2 types de perfectionnisme. Le premier, le perfectionniste sain. C'est la recherche de l'excellence. Je veux faire mieux, progresser, m'améliorer. C'est un moteur. Ça produit de belles choses. Le perfectionniste maladif, décrit par les chercheurs Ewaite et Flett, c'est une autre bête entière. Ce n'est pas vouloir être excellent, c'est avoir la peur panique d'être imparfait. Et la nuance est énorme. Imaginez quelqu'un qui prépare une présentation au travail. Le perfectionniste sain va s'améliorer jusqu'à être fier du résultat. Alors que le perfectionniste maladif va s'améliorer, et s'améliorer encore, détruire et recommencer parce que chaque imperfection lui semble une preuve qu'il n'est pas à la hauteur. L'un cherche la réussite, l'autre fuit l'échec. Ce n'est pas du tout la même chose, même si de l'extérieur, ça ressemble à de l'ambition. Bakugo Katsuki lie sa valeur personnelle à sa performance pure, pas à qui il est, à ce qu'il produit, à quel rang il occupe, à si la victoire était suffisamment absolue. Et le problème, le vrai problème, c'est que ce mécanisme a été installé en lui par son environnement avant qu'il soit en âge de le questionner. À 4 ans, il a entendu
Tu es incroyable. Et ça a été traduit par le cerveau d'un enfant de 4 ans. Tu vaux quelque chose parce que tu es incroyable. Et la phrase inverse, non dite mais implicite, si tu ne vaux rien, tu ne l'es plus. Allez, revenons au festival sportif où Bakugo gagne contre Todoroki. Victoire officielle, première place, tout le monde le voit gagner. Sauf que Todoroki s'est retenu. Et la victoire n'est pas absolue. Elle est donc entachée. Et dans la logique du perfectionniste maladif, une victoire entachée est presque pire qu'une défaite. Parce qu'une défaite au moins est claire. Une victoire imparfaite, c'est une preuve que le standard idéal n'a pas été atteint. Ce n'est pas de la mauvaise foi. C'est quelqu'un qui, depuis toujours, n'a été autorisé à exister que dans la perfection et qui n'a aucun outil pour gérer autre chose. Regardons cette situation de votre point de vue maintenant et soyez honnête avec vous-même. Y a-t-il quelque chose que vous avez accompli récemment et dont vous n'avez pas pu être fier? Parce qu'une petite voix vous a dit que ça aurait dû être mieux. Et ben voilà, vous avez compris ce que ressent Bakugo. Et personnellement, je pensais que c'était le cœur du problème de Bakugo. Le perfectionniste piégé par son propre standard. Sauf qu'il y a une deuxième couche, plus personnelle, et franchement, beaucoup plus drôle à analyser. Parce qu'elle explique pourquoi Bakugo ne supporte pas Midoriya. Spécifiquement, biologiquement, viscéralement, en tout cas sur le début de l'œuvre. Pour comprendre ce phénomène, revenons dans les années 2000, où une psychologue américaine, nommée Carol Dweck, a mis le doigt sur quelque chose d'important. Elle a distingué de façon fondamentalement différente de comprendre le talent, avec 2 styles de mentalité. D'abord, la mentalité de croissance. Le talent s'acquiert, l'effort crée la compétence. Si tu travailles, tu progresses. La difficulté est une étape, pas un verdict. Et il y a la mentalité fixe. Le talent est inné, tu l'as ou tu ne l'as pas. Et si tu dois faire des efforts, c'est peut-être que tu ne l'as pas vraiment. Dweck a observé quelque chose de contre-intuitif. Les enfants, qu'on félicite pour leur intelligence, en mode « t'es tellement doué, tu es brillant », développent souvent une mentalité fixe. Parce que le message qu'ils reçoivent, c'est « ta valeur vient de ton don, pas de ton travail ». Et le danger de ce message, c'est que si le don peut suffire, alors l'effort est une preuve que le don ne suffit pas. Demander de l'aide devient une admission de faiblesse. Échouer devient une preuve d'identité. Et si on applique ça à Bakugo, on voit que Bakugo Katsuki est, selon toute probabilité, le cas d'école le plus parfait de mentalité fixe de toute la fiction shonen. Il a été célébré pour son génie inné depuis l'enfance, son alter extraordinaire, ses capacités naturelles, sa puissance brute. Il a intériorisé un message très clair. Je suis fort parce que je suis né fort. Et puis, Midoriya. Izuku Midoriya, un sans-alter, littéralement zéro pouvoir, le gamin qu'on appelle même Deku, qui signifie bon à rien pour tout le monde. Celui que Bakugo a dominé depuis l'enfance avec une facilité totale. Et ce garçon-là, il progresse. Par le travail, par l'acharnement pur. Il monte en puissance non pas parce qu'il est né avec quelque chose d'exceptionnel, mais parce qu'il ne s'arrête jamais. Et pour Bakugo, c'est terrorisant. Pas au sens dramatique, au sens cognitif profond, existentiel. Parce que si Deku peut le rattraper par l'effort seul, alors une question impossible s'impose. Et si mon génie n'avait rien de spécial? Ce n'est pas de la jalousie ordinaire, c'est la fissure dans le fondement de toute son identité. Car si le don inné peut être rattrapé par le travail, alors le don inné ne justifie plus rien. Bakugo n'est plus spécial par nature, il est juste quelqu'un qui devrait travailler comme les autres. Et ça, la mentalité fixe ne peut pas le traiter. Bakugo ne déteste pas Midoriya parce qu'il est une menace. Il le déteste parce qu'il est une preuve. La preuve vivante que le génie inné n'est pas une destination. C'est juste un point de départ. Tu te souviens de ce que j'ai dit au début? Que Bakugo n'accepte jamais d'aide. Jamais. Pas une seule fois. Comme si accepter un soutien était la chose la plus dangereuse du monde. Pendant des années de lecture, j'avais tenu ça pour de l'arrogance. Le génie solitaire, l'orgueil du meilleur, mais voilà ce que le perfectionniste maladif et la mentalité fixe produisent ensemble. Car quelqu'un qui a été élevé dans la certitude que sa valeur vient de son don inné, et que ce don doit toujours suffire, ne peut pas accepter d'aide. Parce qu'accepter de l'aide, c'est admettre que quelque chose manque, que le don ne suffit pas, que l'image parfaite, le génie né complet, qui n'a besoin de rien ni de personne, cette image parfaite est fausse. Refuser l'aide n'est pas de l'arrogance, c'est de la survie psychologique. C'est quelqu'un qui protège la seule identité qu'il n'a jamais connue, parce que personne ne lui a jamais montré ce qu'il serait sans elle.
Bakugo n'a pas peur de découvrir que perdre ne l'efface pas, que l'échec ne le détruit pas, que derrière le génie, il y a quelqu'un. Et que ce quelqu'un avait le droit d'exister depuis le début. Bakugo Katsuki est mon personnage préféré de My Hero Academia. Pas malgré tout ça, à cause de ça. Parce qu'il est écrit avec une précision rare sur ce que ça fait vraiment de grandir dans l'inquiétude du génie. De devenir si fusionné avec une image de toi-même que tu ne sais même plus ce qu'il y a en dessous. De t'être auto-infligé des standards impossibles avant même d'avoir eu le temps de choisir si tu les voulais vraiment. Et ce qui le rend magnifique, ce qui le rend exceptionnel comme personnage, c'est son arc à lui. Parce que Bakugo finit par apprendre, lentement, douloureusement, à contre-cœur comme tout ce qu'il fait. Mais il apprend que demander de l'aide n'efface pas le génie. Il apprend qu'une victoire imparfaite est quand même une victoire. Il apprend que des coups qui montent en puissance ne le diminuent pas. Il apprend que le génie n'est pas une prison, que c'est les gens autour de lui qui en avaient fait une. Et que lui, depuis le début, avait toujours eu le droit d'être un humain. Alors voilà ce que ce personnage me laisse. Si quelqu'un t'a dit très tôt que tu étais fait pour quelque chose, est-ce que ce quelque chose est devenu une liberté? Ou est-ce que ça s'est transformé, silencieusement, en une obligation? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu et si le questionnement autour d'un personnage qui retombe sur ta tronche t'a plu, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Et surtout, propose-moi un autre perso. J'ai hâte de voir comment je pourrais le décrypter. Allez, à plus.